Chapitre 10. La petite fille et le secret. Lucrezia regrettait parfois la pureté qu'elle avait perdue. Elle se scrutait dans le miroir de sa chambre, interminablement, pour y surprendre les stigmates de sa perversité. Car elle se sentait perverse, ou plutôt pervertie. L'injustice, la force qui l'avait réduite à l'impuissance, avait comprimé et tordu son âme, l'avait forcée à changer de forme pour s'échapper par les seuls chemins possibles, le silence et la dissimulation. Ce n'était pas elle qui l'avait voulu. Elle se souvenait très bien d'elle-même 2 ou 3 ans auparavant, de sa petite âme claire et fraîche qui palpitait comme une jeune colombe. Elle se souvenait très bien qu'elle l'avait déposée confiante dans la main de son père et que ce don précieux, il l'avait écrasé entre ses doigts inflexibles. Dans le miroir, elle voyait encore un visage innocent, aux traits si réguliers et si lisses qu'on eût dit qu'il ne conservait aucune trace des émotions passées. Mais si on était attentif, on finissait par la trouver, cette trace, au fond des prunelles qui flamboyaient d'un feu perpétuel. Jamais éteinte, la braise couvait dans le regard au reflet presque doré. Elle regarda de plus près. Il lui semblait que depuis la fois où Puccio l'avait fait gronder devant la porte, il y avait un nouveau petit point sur son iris, un petit point noir, comme une infime cicatrice, comme le saut imperceptible d'un poinçon. Elle songea que si les injustices se multipliaient, son iris mordoré deviendrait tout noir. Elle deviendrait Lucrezia aux yeux de nuit. Pour l'heure, elle détacha de sa robe les volants les plus encombrants, retira ses chaussures et tendit l'oreille. C'était l'heure creuse de l'après-midi, l'heure étale. Son père était absent des appartements. Elle le sentait à l'allègement subtil de l'atmosphère. Lorsque son père était là, il lui semblait qu'elle était plus lourde, que ses mouvements étaient mystérieusement entravés. Une gravitation étrange l'attirait vers le bas. Sa mère était probablement à l'église. Quant à Puccio, il devait être occupé à ses leçons ou à quelques jeux avec les petites mains, puisqu'il n'avait pas encore décidé de s'en prendre à elle pour tromper son ennui. C'était le moment propice pour disparaître, et, en un rien de temps, elle fut invisible. Il n'y avait rien de magique à cela, seulement beaucoup d'entraînement et de patience, une volonté de faire et bien sûr ce corps qu'elle adorait, léger, flexible, agile, silencieux, un corps qui ne la trahissait jamais, capable de se couler dans les espaces les plus étroits, de glisser sans faire le moindre bruit, de grimper presque partout sans effort. Un corps de chat, se plaisait-elle à penser. Elle avait appris par cœur une géographie de l'appartement que nul autre ne connaissait. Les passages secrets derrière les meubles et les rideaux, les tranchées sous les tables et les lits, les sentiers aériens au-dessus des armoires, les corridors où l'ombre était si épaisse qu'il suffisait de s'y tenir immobile pour qu'aucun adulte ne songe à la repérer. Elle avait aussi, l'année précédente, après une crise terrible où son père l'avait enfermée pendant plusieurs jours, réussi à voler le passe-partout de sa mère et à cajoler une petite main pour qu'elle lui en fît faire un double chez le serrurier du palazzo. Ce double se trouvait toujours sur elle, de jour comme de nuit, dissimulé dans un pli de son mouchoir brodé. Ce talisman ne faisait d'ordinaire que lui assurer que nul ne pourrait plus la priver de sa liberté, mais aujourd'hui, il allait sortir de son fourreau de soie et lui ouvrir des portes toutes matérielles. Elle ne croisa personne sur le chemin qui menait de sa chambre au bureau de son père. Sa propre porte fut ouverte et refermée, avec le plus grand soin, sans le moindre grincement, et elle se retrouva bientôt dans la partie la plus exposée de sa mission, devant la porte de son père. Elle renonça 4 fois, à cause de pas qu'elle croyait entendre au bout du couloir, mais elle finit par faire tourner la clé qui fit dans la serrure un bruit qu'elle trouva assourdissant. Sitôt à l'intérieur, elle verrouilla derrière elle. Ainsi, si son père venait à entrer, elle n'aurait plus qu'à s'enfuir par l'extérieur. Le bureau de son père, avec sa terrasse en encorbellement, était la cible favorite de ses investigations et n'avait aucun secret pour elle.
Il y avait dans le coin de la terrasse une statue dont le socle était creux, ainsi qu'une vigne vierge qui permettait de se glisser très facilement en contrebas, position inconfortable, mais pas si dangereuse, puisqu'on pouvait éventuellement rejoindre de là le toit de la galerie. Mais pour le moment, il n'était pas nécessaire d'être furtive, car aucune petite main, pas même le sinistre Corrado, n'osait pénétrer ici en l'absence du maître. Il était très important, en revanche, de garder une oreille attentive au bruit de l'appartement. Elle décida que si elle entendait son père ou sa mère rentrer, ou si elle entendait quelqu'un l'appeler, elle s'enfuirait par la terrasse. Dans le cas contraire, elle tenterait une sortie par la porte, après avoir guetté par le trou de la serrure. Elle s'était rendue compte, au cours de ces vagabondages furtifs, qu'il valait mieux ne pas avoir à décider lorsqu'on était pressé par le temps. Décider en amont de la marche à suivre, dans tel ou tel cas, lui permettait d'économiser de précieuses secondes et d'éviter de se retrouver paralysée par l'hésitation. Une fois cette question réglée, elle se mit à fureter partout pour voir s'il y avait du nouveau depuis la dernière fois. La première chose qui retint son attention fut une étrange machine dotée de ce qui ressemblait à des horloges, des roues marquées de chiffres qui pouvaient tourner et qu'un mécanisme invisible reliait entre elles. La seconde, dans cette pièce toujours impeccablement rangée, qu'elle avait déjà fouillée 100 fois et qu'elle connaissait par cœur, était un paquet en peau de bête. Lucrezia fut prise d'une certaine horreur devant cette fourrure arrachée avec la peau délicate d'un animal. Elle se demanda s'il s'agissait d'un chat ou de quelque animal plus gros, et se demanda aussi si on l'avait écorché après l'avoir tué, et si on l'avait tué pour lui prendre sa peau. Elle imagina un instant son père, en train de dépecer une pauvre bête blanche, et hésita longuement à toucher ce qui lui paraissait aussi répugnant et sacré qu'un cadavre, mais la curiosité retrempa son courage, et elle se saisit du mémoire. Elle fut surprise de découvrir à l'intérieur des feuillets d'un autre format que le format habituel à Marsilia, et recouverts d'une écriture inconnue. L'aspect de ce document était des plus rébarbatifs, et elle le feuilleta à la recherche d'images. À la toute fin, elle reconnut des sortes de cartes de Marsilia, grossières, qu'on eût dites tracées à main levée par un enfant à peine plus grand que Dino. Des zones incompréhensibles avaient été hachurées à la hâte. Elle passa quelques minutes à mémoriser ce dessin, en se promettant de le reproduire dans sa chambre, en l'améliorant un peu, pour essayer de mieux le comprendre. Elle s'abîma sans doute dans sa concentration, sans plus prêter l'oreille aux mouvements extérieurs. Toujours perplexe, elle allait reposer le document où elle l'avait trouvé, lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure de son père. La décision qu'elle avait prise était claire, c'était l'un des cas où il fallait fuir par la terrasse. Sans très bien savoir ce qu'elle faisait, elle reposa le mémoire et se dirigea vers la terrasse, mais alors elle entendit des voix. Son père n'était pas seul et parlait à quelqu'un tout en ouvrant la porte. La décision qu'elle prit ne fut pas vraiment réfléchie, mais elle se dit par la suite qu'il y entrait sans doute l'espoir de surprendre une explication satisfaisante au mystère qu'elle avait découvert. Et, au lieu de se glisser par la vigne vierge jusque sur le toit de la galerie, elle se dissimula sans un bruit dans le socle creux de la statue. De là, en tendant l'oreille, elle entendrait parfaitement la conversation. Les trois personnages, que Lucrezia ne put apercevoir de sa cachette, étaient le marchand Miniato Lego, le dramaturge Duccio Fiesi et un prêtre de la mer nommé Servius. Ils ne se connaissaient pas, ou se connaissaient peu, et arboraient une mine sérieuse et guindée. Fabio savait qu'ils étaient flattés d'être reçus chez lui, dans son bureau privé, et que le mystère qui entourait ce rendez-vous leur procurait à tous les trois un plaisir vif qui se transformerait vite en addiction. C'était une question d'heures avant que les conspirateurs ne fussent pris dans la spirale du secret, comme il l'était lui-même. Mais pour l'heure, ce plaisir était entaché de méfiance et aussi, il en était sûr, d'un certain défaitisme. Il espérait venir à bout de ces deux obstacles. Ils avaient traversé l'appartement dans le plus grand silence, et ce ne fut que lorsque la serrure fut dûment verrouillée de l'intérieur que Fabio affecta de se détendre un peu. « Mes amis, dit-il,
Prenez place, je vous prie, dans mon cabinet privé. » L'artocrate était de loin le plus à l'aise des trois. La compagnie des Albarreño n'avait rien pour lui d'exceptionnel, et son statut de dramaturge célèbre le mettait au-dessus de la mêlée. Il fit le tour des objets exposés dans la pièce, avec des regards appréciateurs. « Très belle collection d'instruments, dit-il. À quoi sert celui-ci ? » ?»« C'est une machine à calculer, maestro. J'en suis très fier. C'est une récente acquisition. » Le prêtre de la mer, quant à lui, s'était assis sur un siège, campé dans une attitude patiente et presque méditative. Le marchand, qui connaissait déjà les lieux, mais qui était malgré tout le plus impressionné des trois, admirait les nouveautés. « Mais oui, quelle splendeur ! Il me semblait bien que je ne l'avais pas vu la dernière fois. » Fabio rapprocha suffisamment de sièges et alla chercher le mémoire qu'il déposa sans explication sur une table basse en marqueterie précieuse. Le prêtre et l'artocrate ne laissèrent pas paraître leur intérêt, ni leur étonnement, et ne lui adressèrent qu'un seul bref regard. Mais le marchand, dévoré de curiosité, ne cessait de revenir à cet objet de fourrure presque barbare, qui ressemblait à une sorte de livre artisanal des plus primitifs. « Je vous ai rassemblés parce que vous êtes, à mon sens, l'élite de la nouvelle Marsilia à laquelle j'aspire et que nous avons déjà évoquée lors d'entretiens privés. Le maestro Duccio Fiesi, qu'il est inutile de vous présenter, se montre particulièrement inquiet des nouvelles orientations impulsées par ma sœur et représente cette frange conservatrice des artocrates sur laquelle j'aimerais m'appuyer. Comme moi, il estime que les arts devraient non pas se multiplier, mais se réduire à l'essentiel. La peinture, la musique, l'écriture pourraient demeurer les seuls arts majeurs que nous favoriserions nettement par rapport à tous les autres. Et à l'intérieur de ces arts, nous choisirions les artocrates les plus célèbres, les plus talentueux, nous en ferions de véritables princes, associés à notre pouvoir. Doter un plus petit nombre d'artocrates, mais les doter davantage, c'est cela ? Demanda Mignatolego. Tout à fait, répondit Fabio. Cela correspondrait à notre cahier des charges et permettrait aussi de respecter l'essentiel des traditions marsiliennes. Il est impensable de faire fi du génie de nos grands créateurs. Le maestro Fiesi, qui semblait n'écouter la discussion que d'une oreille distraite, stratégie qu'il employait également quand on discutait de ses œuvres, se fendit d'un sourire magnanime. « Un prince doit être l'ami des arts, dit-il. Le tout est de savoir de quels arts et de quels artocrates. » Le signore Mignatolego, qui représente les marchands de la cité, a quant à lui une vision claire et audacieuse de la libéralisation de l'art. Les marchands et le palazzo, de conserve, pourraient prendre la main sur la commercialisation des œuvres et rompre avec certaines prodigalités ruineuses. En tant que questore, j'ai eu l'occasion de constater que les dépenses du palazzo sont insensées. On jette par les fenêtres un argent que nous pourrions investir. Une sélection plus sévère des artocrates, un numerus clausus, une classe d'artocrates triés sur le volet, associés aux bénéfices d'un palazzo qui ferait de ce commerce l'un des plus florissants de la baie. Nous nous occuperons de fixer les meilleurs prix, de créer des attentes chez les clients et de les satisfaire, bref, tout ce que les artocrates ne veulent pas faire, ne savent pas faire et ne font pas. « C'est dans les grandes lignes ce dont nous avions parlé, Principe, dit l'artocrate. J'avoue cependant que je comprends moins bien la présence d'un prêtre de la mer. Avons-nous vraiment besoin de la religion ?» Fabio, qui avait de longtemps prévu cette attaque, sourit d'un air paterne. « Je m'attendais à cette remarque, maestro. Il me semble cependant que l'Église de la mer partage largement nos vues sur un certain nombre de points. »« Maestro, dit Servius, je vous croyais plus affranchi des préjugés de votre caste. »« Comment voyez-vous les choses ?» lui demanda poliment Fiesi. « Votre caste, dans sa grande majorité, cède à de nombreux vices. L'oubli, la débauche, les dépenses inconsidérées, le gaspillage permanent. » L'artocrate eut un petit rire. « Je serais de mauvaise foi si je prétendais vous contredire, mon père. L'Église de la mer considère qu'il serait bénéfique pour tout le monde de réinjecter dans l'artocratie un peu de nécessité. Le besoin de travailler, par exemple, de se lever tôt, d'obéir à ceux qui vous payent, de payer ceux que vous employez. La réforme économique imaginée par nos amis serait également une réforme morale. » « Des artocrates vertueux, dit Fiesi en éclatant de rire.
vertueux, ou du moins ostentatoires dans leur débauche. Il y a un point sur lequel le principe s'est engagé afin d'obtenir notre soutien. » Fiesi, l'air très intéressé, se tourna vers Fabio. « Quel point, principe ?» « L'église de la mer souhaite voir fermer le temple des érotistes. » Duccio Fiesi ouvrit de grands yeux. « Vous perdez la tête !»« C'est ce que je lui ai dit, répondit Fabio avec un sourire malicieux. Il est inconcevable que les érotistes arrêtent leurs activités. En revanche, on pourrait envisager que cette pratique ne soit plus considérée comme un art. Et à ce titre, un nouveau marché pourrait s'ouvrir aux marchands de la cité. » Duccio Fiesi haussa les épaules. « Je ne suis pas favorable à cette réforme, dit-il avec hauteur. Mais si c'est là un compromis que je suis obligé de faire, il ne m'empêchera pas de m'associer à votre action, même si je ne comprends pas très bien ce que l'Église y gagnerait. »« C'est encore négociation, dit le prêtre. Nous pensons que le fait que l'érotisme cesse d'être un art représenterait une grande avancée symbolique. Ensuite, nous pourrions peut-être nous entendre avec nos amis marchands. » « Fermez les yeux moyennant un petit pourcentage, par exemple, expliqua Fabio avec un sourire bonhomme. « Tout cela est bel et bon, dit Lego, à un détail près. C'est votre sœur qui a été nommée régente, malgré vos certitudes, Altezza. Bien sûr, je crois en vous autant que jamais, mais il y en a parmi les marchands qui commencent à s'inquiéter, à dire que nous prenons des risques pour de simples chimères. » « Quel risque prenez-vous, mon cher ? Nous ne faisons que bavarder et boire du vin, il me semble, dit Fabio. « L'église de la mer estime vous avoir suffisamment aidé, dit Servius pour appuyer le marchand, et il sera très difficile aussi pour moi d'obtenir de nouveaux engagements sans résultat concret. » Fabio choisit ce moment pour tapoter négligemment le mémoire, que tous se mirent à regarder à nouveau. « Si je m'engageais, sans que personne n'ait à se salir les mains, sans que nous versions une seule goutte de sang, sans que nous ayons besoin du moindre recours à la force, et d'une manière qui serait entièrement naturelle et indépendante de notre volonté. Si je m'engageais à débarrasser Marsilia des aristocrates les plus hostiles à nos vues. »« Que voulez-vous dire ? » dit le maestro. « Il faut d'abord me jurer le secret absolu, et il faut d'abord répondre à ma question. Si tout ce qu'on vous demandait était, disons, de regarder ailleurs pendant que quelque chose arrive, accepteriez-vous de le faire ? » « Cette chose qui arriverait, demanda le prêtre, est-elle immorale ? » ?»« Non, répondit Fabio. Elle ne pourrait aucunement entacher la réputation de vertu de votre Église. »« Est-ce que cela coûterait beaucoup d'argent ? Faudra-t-il investir ? Demanda Lego. « Pas un liard. » « Cette chose qui arriverait pourrait-elle nous être imputée à l'avenir au terme d'une enquête ? Demanda Fiesi. « En aucun cas. » Fabio attendit un instant, tout en balayant du regard sa petite assemblée déjà conquise. « Alors, signori, me promettez-vous le secret absolu ? Pas un mot à vos femmes, à vos amis, à votre Église, à personne. »« Je promets, dit Lego. J'appuierai vos décisions auprès des marchands sans donner la raison que vous nous indiquerez. J'obtiendrai leur confiance. » « Je serai peut-être obligé d'en informer mes supérieurs, dit Servius. Nous avons des techniques d'investigation mentale qui ne laissent aucune place au mensonge. Il faut me promettre de retenir cette information le plus longtemps que vous pourrez. Si vous n'en êtes pas capable, il faudra que j'appelle une petite main pour vous reconduire. Et bien sûr, les termes de notre contrat seront caducs. »« Je peux m'engager à retenir l'information le plus longtemps possible, en l'absence d'un supérieur sur place. » Fabio hocha la tête et se tourna vers Duccio Fiesi, qui lui demanda « Comment pouvez-vous être sûr que rien n'arrivera aux autres aristocrates ? Comment allez-vous séparer le bon grain de l'ivraie ? » ?»« Je ne pourrai pas le faire de manière sûre et précise. »« Cela veut-il dire que nous allons tous courir un risque ? » Fabio hésita un instant. « Tout le monde va courir un risque, pas seulement les aristocrates, même vous et moi, mais cela ne dépend pas de nous. En revanche, si nous jouons correctement notre partie, nous pouvons décider d'attribuer les risques en fonction de ce qui nous arrange. »« D'accord, en ce cas. Et puis, je vous l'avoue, je brûle de savoir ce que contient cet objet étrange. La curiosité me mène comme une véritable maîtresse. » Fabio recommença à tapoter le mémoire. « Ceci, mes amis, est un secret d'État.
Personne encore n'est au courant, et comme vous le savez, signore Lego, connaître un secret avant tout le monde est le moyen le plus sûr de faire les meilleures affaires. La facture de ce livre n'est pas marsilienne, fit observer Servius. À vrai dire, c'est un artisanat qui m'est inconnu. Et pour cause, il m'a été remis par des savants étrangers. Fabio ouvrit le mémoire, qui répandit, comme pour appuyer ses dires, une odeur qui ne leur était pas familière. Il feuilleta négligemment les pages noircies, couvertes de symboles mathématiques. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ces chiffres, ces relevés, ces cartes. Et la conclusion est là, claire, terrible. Elle va vous choquer au premier abord. Je vous demande de prendre quelques minutes pour comprendre en quoi ce qui semble être une catastrophe est en fait également une merveilleuse opportunité. Trêve de mystère, le coupa Fiesi. Le Zoccolo va rentrer en éruption. D'ici quelques semaines, quelques mois au plus, de manière certaine. Il s'agira d'une éruption dévastatrice. Dans le silence consterné qui suivit cette annonce, un petit bruit sur la terrasse leur fit tourner la tête vers l'extérieur. « Avez-vous entendu ? C'était comme un cri étouffé, dit Fiesi. « Probablement un oiseau, dit le prêtre. Les goélands sont de plus en plus impudents. » Fabio se leva et fit le tour de la terrasse, puis rentra. « Allons-nous nous préoccuper d'un cri d'oiseau lorsque je vous ai annoncé une telle nouvelle ? » ?»« Pardonnez-moi, Altezza, mais en quoi cela va-t-il faire avancer notre réforme ?» demanda respectueusement Lego. Les yeux de Duccio Fiesi, depuis qu'il avait entendu la nouvelle, s'agitaient en tous sens, puis ils s'immobilisèrent. « Bien sûr, dit-il, évidemment, c'est providentiel. »« Mais de quoi parlez-vous » demanda le prêtre. « Il y a des rumeurs qui courent depuis plusieurs jours sur la régente. On murmure qu'elle a décidé de faire déménager la cour à la Villa Lorenziana. »« Au pied du Zoccolo, » articula le marchand. « Et que comptez-vous faire » demanda le prêtre. « Moi » dit Fabio. « Mais rien du tout. Je vais laisser ma sœur régner puisqu'on lui a confié la régence. Je vais regarder ailleurs et surtout, je vais garder le secret. » Lucrezia, la tête perdue, s'élança sans aucune prudence dans la vigne vierge et sur le toit de la galerie inférieure, puis elle regagna l'escalier qui jouxtait ses appartements par une ouverture qui y était pratiquée et courut le plus vite qu'elle put jusqu'aux appartements princiers. Sans réfléchir, elle se saisit de son double et entra. Des bruits de voix provenaient du corridor qui menait au bureau de son père, et on pouvait aussi entendre les cris de Dino et les voix patientes des petites mains. Rasant les murs pour éviter de se faire surprendre dans cette tenue inhabituelle, elle parvint à regagner sa chambre et s'y enferma, haletante. Elle s'allongea sur son lit et se tint là parfaitement immobile, les yeux rivés aux moulures peintes du plafond. Il y avait là un motif floral qu'elle aimait particulièrement, une feuille de lierre derrière laquelle se cachait un gracieux oiseau. Elle tâcha de le fixer sans penser à rien, en comptant jusqu'à 200, comme le lui avait appris sa mère. « Respire lentement », lui disait toujours Nicolina, lorsque sa fille n'arrivait pas à calmer ses sanglots. « Reprends le contrôle de ton souffle, le reste suivra. » La pensée de sa mère la consola un peu. Ses joues en feu se rafraîchirent et ses tempes se mirent à battre un peu moins fort. Dans la légère décompression de son cœur, une pensée cohérente parvint à refaire surface et elle finit par se lever, rajuster ses volants et ses chaussures et retoucher sa coiffure devant son miroir. Puis, elle sortit sur son bureau, du papier et des encres et se mit au travail. 1 heure plus tard, lorsque Nicolina revint de l'église, elle trouva sa fille parfaitement calme, occupée à peindre une très jolie carte de Marsilia. « C'est ravissant, Lucrezia, tu as beaucoup de talent. » Lucrezia fixa sur sa mère des yeux brillants, que Nicolina eut du mal à déchiffrer. « Qu'as-tu ? T'es-tu fait gronder pendant mon absence ?»« Non, maman. » La petite fille fit un sourire. « Tout va bien, je peins tranquillement. Mais j'ai entendu Dino pleurer tout à l'heure, peut-être devrais-tu aller voir. » Nicolina hocha la tête, hésita un instant et se pencha sur la carte de Lucrezia. On reconnaissait nettement le tracé de la côte, et Lucrezia s'était appliquée pour peindre des vaguelettes
dont certaines avaient même une crête d'écume. Les plus grandes plages étaient figurées en jaune, et le palazzo, encore à l'état d'ébauche, dressait une silhouette fantastique, un peu disproportionnée, au-dessus d'un petit port miniature. La Libertà était au port. La paroi d'obsidienne de la Grotta dei Morti portait une seule effigie, celle de Ridolfo, dont les traits stylisés étaient assez bien restitués de mémoire. Et puis, il y avait les routes bordées de fleurs, les arbres de la forêt, les champs, les cyprès, les citronniers, les villas dispersées dans la campagne avec des tourelles et des escaliers en colimaçon, ainsi que des tas de petits personnages. Au nord de l'île, occupant une portion démesurée de la feuille, se trouvait le zoccolo, avec son dragone noir, rouge et or. « Ton paysage est tellement joli, Lucrezia, mais tu ne trouves pas que tu as fait le zoccolo un peu trop gros, un peu trop noir ?»« Je ne sais pas, maman. Je l'aurais sûrement mieux dessiné si j'avais le droit d'assister à des cours d'art. » Nicolina, que la sagesse inaccoutumée de sa fille rendait perplexe depuis quelques minutes, se sentit presque rassurée à cette pique lancée. « Cesse de te plaindre, Lucrezia. Je suis sûre que tu pourras suivre tous les cours que tu voudras quand tu seras mariée. Mais je te laisse. Je vais voir tes frères. » Lucrezia suivit des yeux sa mère qui se retirait. « Cesse de te plaindre, Lucrezia, murmura-t-elle en imitant sa mère. Je suis sûre que tu pourras suivre tous les cours que tu voudras quand tu seras brûlée. » Et, avec un plaisir trouble, elle saisit le pot de vermillon et le renversa lentement sur la feuille, en partant du dragone et en suivant le tracé qu'elle avait mémorisé chez son père. La peinture visqueuse, épaisse, étala son relief ardent sur les arbres, les maisons, les personnages, le bord de la mer. Avec son doigt, elle étala légèrement la peinture, agrandit les coulées, submergea de rouge tous les jolis traits qu'elle avait tracés patiemment. Quand la feuille saigna suffisamment, elle la fixa sur son panneau de bois, la regarda bien en face et se jura de ne jamais, jamais regarder ailleurs.